Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vais essayer de vous présenter un deuxième exemple avec la méthode potentiel Mitra, MPM. Durant la vidéo précédente, donc le cours numéro 5, je crois que j'ai bien expliqué la méthode en détail avec un exemple simple. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un deuxième exemple avec la méthode MPM qu'on a présenté déjà dans la vidéo de cours numéro 4 lorsqu'on a présenté la méthode PERT. Donc on a constaté que cet exemple contient une tâche fictive. Alors j'ai opté pour cet exemple, c'est juste pour voir le cas où il y a une tâche fictive dans la méthode PERT, qu'est-ce qu'il va se passer dans la méthode MPM. Est-ce qu'il y a un problème dans les sommets? Est-ce qu'on va ajouter un arc? On verra par la suite que la méthode NPM va se comporter plus normalement du monde. Il n'y aura aucun problème. Alors, l'exemple présent est composé de deux tâches qu'on va noter par ordre alphabétique, A, B, C, D, dont les durées d'exécution DI sont données en journée et l'ensemble des prédécesseurs de chaque tâche sont donnés par le tableau 1.5 suivant. Voilà donc le tableau de données de l'exemple en question. Alors, je vais calculer le dictionnaire des tâches postérieures, gamma plus, de chaque tâche, rapidement. Alors, on a A, donc les tâches postérieures de A sont B et C, B et C. B et C. Pour la tâche B, on a D et E. D, E. Pour la tâche C, on a F. Pour la tâche D, on a F. La tâche E, c'est G garçon. La tâche F, donc F, c'est G. La tâche G garçon, il n'y a pas de G dans la colonne gamma moins, donc je vais mettre un trait. Alors G, c'est une tâche finissante durant laquelle le projet doit se terminer. H, on a le I et le G jardin. I, G. Et G. La tâche I, donc on a F, voilà, F et K. La tâche G jardin, donc on a L. La tâche K, c'est L. Et la tâche L, donc il n'y a pas de L ici dans le gamma moins, donc je vais mettre un tiret. Alors, à partir de gamma plus, on connaît donc les tâches finissantes. À partir de la colonne gamma moins, on connaît les tâches
débutante. OK. Alors, on passe donc à la mise à niveau. Donc, comme vous voyez, j'ai extrait la colonne gamma moins. Donc, je vais la mettre comme ça. Vous allez voir par la suite pourquoi. Alors, donc les tâches, je passe à la mise à niveau. Alors, je vais écrire ici la mise à niveau. La mise à niveau des tâches. Il va nous aider davantage pour le schématiser le graphe 1P1. OK. Donc, le niveau 1 va contenir uniquement les tâches débutantes, c'est-à-dire les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Donc, on va utiliser la colonne gamma moins. Donc, comme vous voyez, donc les tâches débutantes, ce sont la tâche A, voilà, et la tâche H. De ce fait, donc le niveau 1 va contenir la tâche A et la tâche H. Alors, le niveau 2, alors dans le niveau 2, on aura donc le niveau 2 va se composer uniquement des tâches ayant des prédécesseurs exclusivement dans le niveau 1. Alors, je vais éliminer la tâche A, les tâches du niveau 1. Après, on a la tâche B, on a la tâche C, on a la tâche I et la tâche G. Voilà. Donc, les tâches de niveau 2, on a B, C, voilà, donc B, C, I et G. Jardin. Alors, je vais éliminer les tâches du deuxième niveau. Voilà, ça y est. Maintenant, je cherche les tâches de niveau 3. Les tâches de niveau 3. Alors, je commence par B. Je vais éliminer B ici, donc qui correspond à la tâche D. Donc, la tâche D appartient au niveau 3. Ben, je vais éliminer la tâche B ici. Donc, c'est E. La tâche E va figurer dans le niveau 3. On a la tâche C. La tâche C. Regardez bien. Donc, la tâche C, parmi les prédécesseurs de F, on a C, E et D. Donc, je ne peux pas mettre la tâche F dans le niveau 3 parce qu'il possède des prédécesseurs, des autres prédécesseurs. OK? Voilà concernant C. En bas, on a I. Donc, je vais éliminer I ici. I ici. Voilà. On a le G. Alors,
là où il y a une seule tâche, je vais l'éliminer. Donc on a le K. Donc on a le B ici qui correspond à DE, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, je ferme. Voilà les tâches de niveau 3. Maintenant, les tâches de niveau 4. Alors, je vais faire la même procédure. On a le D. On a le D. Donc, quand vous voyez ici, donc la tâche F, ça y est. Alors, je vais écrire ici F. On a le E, la tâche E et K. Dans la ligne de L, donc on a coché la tâche G qui appartient au niveau 2 et la tâche K qui appartient au niveau 3. Donc, ça y est. On a donc la tâche L, elle est là. Tâche L. Voilà. Le niveau 5, alors le niveau 5, on a le L. Il n'y a pas de L ici. Donc il me reste uniquement la tâche G. Voilà. Voilà donc la tâche G. Voilà. Voilà donc la mise à niveau. Voilà donc pourquoi j'ai ajouté la colonne gamma moins pour garder uniquement le tableau de données propres. C'est tout. Donc celui-là, je peux l'effacer. Je peux l'effacer, ça y est. Donc j'ai ajouté juste gamma moins pour faire la mise à niveau, pour garder le tableau de données tel qu'il est. OK. Voilà donc la mise à niveau. Donc je vais la copier ici. Voilà. Donc avant de commencer le graphe MPN, voilà donc l'exemple le même exemple qu'on a traité avec la méthode de PERT. Et vous allez voir les résultats. Donc ici, on est en train d'ajouter une tâche fictive, le I, tout simplement, parce que si on regarde dans le tableau, donc I, le successeur de I, c'est FK, F et K, et regardez bien les successeurs de C. Donc F est là en commun C et I comme étant des tâches antérieures, et K possède la tâche I comme tâche antérieure qui est différente de C. C'est pour ça qu'on voilà, donc j'ai dit que K, voilà, K, donc il est prédécesseur de I, donc le prédécesseur de K, c'est I. En même temps, le I, il est prédécesseur de F, voilà. Donc, on était obligé d'ajouter une contrainte fictive qu'on a appelée I', donc, pour respecter la contrainte temporelle entre F et I. Disons qu'on peut ajouter, par exemple,
la contrainte, on peut exprimer la contrainte temporelle entre f et i de cette manière-là. OK. Et on va mettre le... Voilà. Donc la tâche il sera ici. Donc قبل ما نزيدوا la tâche fictive, je parle, c'est-à-dire la raison qu'il nous a poussé pour ajouter une tâche fictive. Voilà. Donc avant d'ajouter la tâche fictive, le graphe perte était comme ça. Donc on devrait ajouter un état en plus ici pour dire que i il précède f et i il précède k. Alors que c'est pas normal, tout simplement parce que vous allez avoir que cet état-là, il n'y a pas de, il faut la convention qu'il existe ou bien exigée dans le graphe perte, il faut qu'il y a un chemin de début vers du sommet début vers le sommet fin en passant par toutes les tâches. En passant par tous les sommets. Donc, quand on تشوف هذا السومي هذا ما تقدرش تعقب عليه. Impossible. Il n'y a pas de liaison. OK? Pourquoi? Parce que le nombre chromatique ou le degré de ce sommet, il doit être supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Donc le degré, c'est le nombre de sommets entrant et sortant, le nombre d'arcs entrant et sortant, plus le nombre d'arcs sortant. Donc ici, on trouve que ce sommet-là, il est isolé. Donc le graphe perte n'est pas connecté. Alors c'est pour ça qu'on a recours à l'ajout d'une tâche fictive qu'on a appelée i' pour faire référence que i précède f. Voilà le graphe final de la méthode perte. Donc on aura besoin de ce graphe pour comparer les résultats avec un PM. Voilà une autre remarque concernant la méthode APM. On a dit que le nombre de sommets, graphe NPM égale au nombre de tâches plus 2. Pourquoi 2? Parce qu'on ajoute un sommet début et un sommet fin. Dans cet exemple, on aura 10 plus 2, on aura 12. Ou bien on a 12 tâches, donc 12 tâches plus 2, on aura 14 sommets. Voilà. Voilà donc juste une petite remarque. L'avantage de la méthode MPM, c'est que on connaît à l'avance le nombre de sommets du graphe MPM. Alors je vais essayer de tracer rapidement un sommet. Je vais essayer de rapidement la gomme, je vais passer celui-là. Voilà donc le sommet de la méthode MPM. Elle est décomposée en trois composantes. Ici, on va mettre le nom de la tâche. La partie supérieure à gauche, on va mettre ES, la date début au plus tôt. Et à droite, on
va mettre la date début au plus tard. Alors, je vais le copier pour ne pas tracer à chaque fois le sommet. Les sommets, on a dit que on a besoin de 14. Donc, on a 4. C'est 8. 12. 14. Voilà. Alors, je commence à numéroter les tâches. Donc, le début, la tâche début, par ordre alphabétique, donc je vais mettre A. B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, et le sommet A. Voilà. Alors, je vais déplacer le sommet début ici, au milieu. Après, je commence la mise à niveau, donc on a A, H. Donc, je vais ramener le A ici. Le H. Voilà. Donc, il faut faire attention. Hein. Pour l'instant, j'ai mis A ici, H ici, dans cette position-là. C'est possible d'inverser les choses, ok? C'est pour éviter les carroisements. Vous allez voir par la suite. Je vais essayer de faire un petit exemple. Vous allez voir qu'il y aura, c'est-à-dire qu'il faut éviter, c'est-à-dire il faut choisir l'emplacement du sommet afin d'éviter les carroisements des arcs. Voilà. Bon, pour l'instant, parce que je ne savais pas à l'avance, donc je vais mettre A dans cette position et H dans cette position. Donc voilà les tâches. Voilà. Maintenant, je vais mettre les tâches de niveau 2 ici, dans cette zone-là. Donc, le niveau 2, donc il va contenir B, C, I, G. Voilà. Donc B. Alors, je vais garder la même. Donc B, C, D, C. B, C, I et G. Et
et G. Alors, pour bien fixer les idées ici, je vais fixer tout d'abord la position de A et H. Je vais voir le successeur de A. Est-ce que c'est B? Le quand il dit B, ça pose aucun problème, ok? Donc, je vais fixer directement le A et le H, les tâches de niveau 1. En bas, je vais voir maintenant pour A. C'est possible d'avoir la tâche G. J'espère que vous avez bien compris. Donc, A, c'est la tâche postérieure de A, c'est G. Donc, je vais mettre comme ça, la contrainte temporelle ou bien la relation binôme. C'est possible d'avoir que H est le prédécesseur de C. Et voilà un croisement qu'il faut éviter. D'accord? Alors, ici, je vais voir le tableau. Alors, dans le tableau, les prédécesseurs les successeurs de A sont B et C. Voilà, donc B et C. Voilà, donc c'est bon. Je peux mettre comme ça. B et C. Maintenant, les successeurs de H, c'est I et G. Donc, ça pose aucun problème. Je peux mettre comme ça. Et comme ça pour l'instant. Ça pose aucun problème. OK? Maintenant, le niveau 3. Alors, le niveau 3 qui contient DEK. DEK, donc je vais copier DE. DE et K. C'est la même chose, donc je vais voir les successeurs de B. Successeur de B, c'est DE. Voilà, donc la position, elle est bien. Donc, je fais de moment que je suis là. Donc, D. Les successeurs de D, c'est D. D et E, c'est ça. D et E, voilà. Les successeurs de C, c'est F. Voilà, donc F ne se présente pas ici. Donc les successeurs de I, c'est H, c'est FK. Alors je peux mettre comme ça. Les successeurs de G, c'est L. L, il ne figure pas ici. Donc elle est dans le quatrième niveau. Donc celui-là, c'est le niveau 3. Maintenant, je passe au niveau 4 qui contient uniquement les tâches F et L. Voilà le F. Et voilà le L. Maintenant, je vais voir la position convenable pour éviter les carroissements. OK. Maintenant, la tâche B. Je commence la tâche B. Est-ce qu'il a une relation avec F et L? La tâche B, c'est F. Voilà. Donc, pardon. Donc, F. Maintenant, la tâche E, c'est G. Ça pose aucun problème. Donc, G, c'est le niveau 4. Voilà. Donc, on a maintenant le E, c'est bon. Le K,
K, c'est L. Et le C, je reviens parce que C n'est pas encore connecté. Il est de niveau 2, mais il n'est pas encore connecté. Alors C, donc les successeurs de C, c'est F. Tracer une ligne comme ça. Maintenant, je passe au niveau, donc celui-là, c'est le niveau 4. Niveau 4 plutôt, pardon. Maintenant, le niveau 5, c'est la tâche G. Je vais recouper la tâche G. Pour l'instant, je vais la mettre ici. Donc, la tâche F, le successeur de F, c'est G. La tâche E, la tâche L plutôt, elle, il n'y a pas de successeur. C'est bon. Maintenant, je reviens à la tâche E et G. Alors, E, c'est G. La tâche qui suit E, c'est G. Alors, regardez bien. Vous allez voir qu'il y a un croisement. On va essayer de l'éviter. Je reviens à G. G jardin. La tâche qui suit G, c'est L. Donc, il y a un croisement ici. Donc ici, dans ce cas, ça pose aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de déplacer. Je vais utiliser la pompe. Donc, on a G et cette L. I. Donc, pardon, je vais déplacer L un petit peu. Voilà. Je vais avoir un peu d'espace. Donc, L, il est là. Le prédécesseur de K, c'est L. Le successeur de K, c'est L. Le prédécesseur de K, c'est I. C'est bon. Donc, on a réglé ce problème-là. On a le L et le L. Le successeur de L, il n'y a pas. Donc, pardon. Donc, L, c'est une tâche finissante. Voilà. Donc, on a un petit problème ici. Alors, soit je, je déplace le E ici. Voilà. Donc, celle-là devient E. Celle-là, elle devient D. Voilà. E et D. Je vais effacer maintenant les liaisons.
Donc, je vais voir entre D, donc la tâche D, les successeurs de D, c'est F. Alors, je peux tracer directement D vers F. On verra que F, il a trois prédécesseurs, à savoir E, D et C. F, C et D, c'est bon. Donc, F, c'est le G, c'est bon. E, les successeurs de E, c'est F. Les successeurs de E, c'est G, voilà. Alors, voilà, donc le successeur de E, pardon, E, c'est G. Voilà. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste déplacer la tâche G, faire, voilà, parce que G, c'est une finissante. Donc, je reviens à G. G, les prédécesseurs de G sont EF. C'est bon. On a I et les prédécesseurs de F. Voilà. Voilà, vous savez, c'est pas, bah, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, avant de commencer le calcul des dates et les marges, il faut, il faut revoir le tableau. Il faut vérifier que vous n'avez pas oublié aucune contrainte temporelle. OK? C'est ça. Donc, il faut vérifier tâche par tâche. C'est comme ça. L'essentiel, il faut éviter le carroisement. Il n'y aura pas de carroisement. Il y a des exemples là où il n'y a aucune possibilité d'éviter les carroisements. OK? Mais, il faut éviter. Pas obligatoire. OK? Il faut éviter au maximum de faire des carroisements des arbres. C'est tout. Voilà. Alors, je vais faire pardon, je vais faire l'orientation des arcs. Voilà, l'orientation des arcs, c'est toujours de gauche à droite. Euh, il faut faire attention dans certains exemples. Je vais essayer de vous donner un exemple dans la série de TD. L'exemple de le circuit. Dans la méthode de MPM, c'est possible d'avoir, c'est-à-dire l'inconvénient de la méthode MPM, c'est d'avoir le circuit. C'est possible d'avoir un circuit. On n'a pas parlé de ça, mais ça existe. Je m'attends pratiquement un circuit. Ça veut dire on réalise une tâche graphiquement. On a un circuit, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Ça veut dire on est en train de réaliser une ou plusieurs tâches. Après, le fait qu'il y a un circuit, c'est possible de refaire les tâches. C'est ça l'interprétation d'un circuit que ça existe dans la pratique. Oui, ça existe. Il y a des tâches qu'on fait à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs fois pour réaliser une autre tâche.
pas exclure ou bien ignorer cette remarque. OK. Voilà donc concernant le graphe NPM de cet exemple. Donc, avant de commencer le calcul des dates, il faut vérifier tâche par tâche les contraintes temporelles. Bon, ici, je n'ai pas le temps de vérifier parce que c'est un exemple un peu facile, donc je l'ai fait déjà, ça pose aucun problème. Voilà, maintenant, je passe au calcul des dates des tâches. Voilà, donc je vais copier ici. Donc, je vais effacer le niveau. Ça y est, la mise à niveau, donc c'est une procédure, c'est juste pour faciliter le graphe. Voilà. Donc, concernant les dates, donc on a 4 dates. ES, date début au plus tôt. LS, date début au plus tard. EF, date fin au plus tôt. LF, date début au plus tard. En fait, je vais les expliquer qu'est-ce qu'ils représentent. Voilà. Donc, je commence par ES. Donc, ES, il est calculé par l'équation, les deux équations, les deux premières équations, à savoir, donc je vais mettre ES début égal à 0. Alors, je vais mettre un 0 ici. C'est par convention, c'est-à-dire dans la tâche début, il commence à partir du jour 0. Alors, les tâches sur les arcs, je vais mettre la durée de la tâche précédente, donc c'est 0. Le début, ça veut dire il correspond à la tâche, une tâche fictive de commencement, il définit le commencement du projet. Voilà, c'est pour ça qu'on a, parce que c'est pas une tâche réelle, donc la durée d'exécution, c'est 0. Voilà, donc les ES des autres tâches, ils se calculent par la formule, le maximum. Donc, on a pour calculer la date début ou plutôt ES de chaque tâche, il faut énumérer tout d'abord tous les sommets, ou bien toutes les tâches précédentes. Après, vous calculez, vous cherchez le maximum de ES de L. Donc, L, c'est la tâche précédente, plus RL, c'est la durée qui roule, c'est la durée qui est dans l'arrêt, qui roule les deux tâches. Donc, RL, disons, il correspond à la durée d'exécution de la tâche L, parce que L précède la tâche I. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a pour A, c'est 0 plus 0, c'est 0. Pourquoi 0? Parce que A, il possède une seule tâche précédente, qui est le début. Même chose pour H, c'est 0. Après, on remonte. Voilà. B, il possède un seul prédécesseur, donc il faut mentionner la durée de A ici. Donc la durée de A, c'est 3. Voilà, je vais écrire ici 3. Alors concernant B ici, B il possède un seul prédécesseur qui est A, donc sa date début au plus tôt, ES, c'est 0, c'est le ES de A, plus la durée
égale à 3. Donc, ES de 3, c'est 3. Même raisonnement pour C. C'est 3. 0 plus 3, c'est 3. Je descends. Donc, je descends. Donc, on a H, c'est 5. Sa durée égale à 5. Je vais mettre ici 5. Ici 5 pour indiquer que la durée de discussion de H, c'est 5 jours. Alors, pour H, pour I, c'est 0 plus 5. Donc, on va mettre ici 5. Ici 5. Je remonte. Donc, le B, la date, la durée de B, c'est 1. Je vais mettre ici 1. Ici 1. La durée de C, c'est 5. La durée de I, c'est 8. La durée de G, ici jardin, c'est 2. Vous pouvez les écrire directement, ou bien à chaque fois que vous aurez besoin de la date d'une tâche, vous remontez le tableau. Alors, je commence par E. Alors, c'est 3 plus 1, c'est 4. 3 plus 1, 4 pour D. K, c'est 8 plus 5, 13. 13. Voilà, ça commence à se compliquer un petit peu. Voilà donc pour F. Regardez bien pour F. Donc ici on a besoin de la durée de D. C'est 6. Alors, pour calculer la date début au plutôt ES de F, quand vous voyez ici F, il possède 3 prédécesseurs, à savoir le D, le C, le I. Alors 4, on va prendre le maximum. 4 plus 6, c'est 10. 3 plus 5, 8. 5 plus 8, c'est 13. Donc le maximum, c'est 13. Voilà. Maintenant, je remonte pour G. Donc pour G, j'aurai besoin de la date de F et E. Et la date E, E c'est 4, F c'est 2. 4, 2. Voilà. Alors, 4 plus 4, pour G, la tâche G possède deux tâches précédentes, à savoir E et F. Donc, je vais prendre le maximum, ES plus la durée, donc 4 plus 4 c'est 8, 13 plus 2 c'est 15. Donc, le maximum, c'est 15. Voilà. Je descends. Donc, on a le sommet L. C'est la même chose. Donc, on aura besoin de la durée de K. C'est 3. Voilà. C'est la même chose. Donc, L possède deux sommets prédécesseurs, à savoir le K et le G. On prend le maximum ES plus la durée. Donc, on a 13 plus 3, c'est 16. 5 plus 2, c'est 7. Donc, le maximum, c'est 16. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc la durée de G et la durée de L. Alors, G, c'est 9. L, c'est 7. 9 et 7. Voilà. Alors, le sommet fin possède deux prédécesseurs, G et L. Le maximum bien étant donc 15 plus 9, c'est 24. 16 plus 7, c'est 23. Donc, le maximum, c'est 24. Et une petite remarque ici, voilà, comme l'examen de l'année passée,
pouvez avoir ici 24, ici 24, ça pose aucun problème. Donc, l'essentiel, on prend le maximum. Voilà donc pour le calcul des dates début au plutôt ES de chaque tâche. Maintenant, on passe au calcul de LS, la date début au plus tard. Donc, maintenant, on va le calcul de LS d'après mon expérience de l'année précédente. J'ai remarqué que les étudiants n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui signifie pratiquement les dates début et fin des tâches. Si je prends par exemple la tâche F, voilà, donc la tâche F, on a trouvé que son ES, la date début au plus tôt, égale à 13 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de commencer la tâche F au 13e jour de début du projet. C'est-à-dire qu'il y a le projet تاعنا نقولوا le 27 janvier 2021, c'est-à-dire après 13 jours de travail, à l'exception, il ne faut pas prendre les week-ends, on parle des journées de travail. Donc, après le 13e jour du travail, du début du projet, on peut commencer la tâche F. C'est-à-dire, je peux la commencer. C'est pour ça qu'on prend le maximum des prédécesseurs. Regardez bien. Les prédécesseurs de F sont D et C et I. Regardez le sommet D. Donc D, on peut le commencer à partir du 4e jour. Et D, et la durée d'exécution de D, c'est 6. Donc, si on commence D le 4e jour, on va le finir le 10e jour. Parce que sa durée d'exécution, c'est 6 jours. 4 plus 10, ça va nous donner 10 jours. OK? Donc, on a terminé D. F, elle ne peut pas commencer avant d'achever toutes les tâches qui le précèdent. OK? ما نقدروش نبداو F قبل ما نكملوا les tâches اللي قبلها. Donc, عندي C, il est possible de commencer la tâche C au 3e jour, plus, si on va l'exécuter, donc, plus 5, ça va nous donner 8 jours. Donc, ici, c'est 10, ici, c'est 8. Donc, le maximum, c'est 10. Donc, ما نقدرش نبداو F durant le 8e jour. OK? Concernant I, donc, il est possible de commencer I le 5e jour. Et sa durée d'exécution, c'est 8. Donc, ça nous donne 13. Donc, après le 13e jour, je peux commencer F. C'est pour ça qu'on prend ici la date début, au plus tôt, de F. C'est 13 jours. Voilà. Maintenant, je reviens à LS. LS, par convention, on met que LS, la date fin du projet, est égale à la date début, la date début, la date début LS de somme et fin égale à ES de fin par convention. Donc, je vais mettre ici 24. La date LS et ES qui sont égales, bien sûr, de somme et fin, il correspond à la date, à la durée minimale de la réalisation du projet. On a trouvé, c'est 24 jours. Donc le projet تاعنا باش نكملوه
il me faut 24 jours. Mais 15, c'est-à-dire, dire واش حبيت بدل les tâches بدل واش حبيت. Tu ne peux pas trouver moins de 24 jours. C'est le minimum. Là, c'est optimal. لازم يكون على بالكم بلي البروبلème d'ordonnancement c'est un problème d'optimisation. On cherche la durée minimale d'un projet. Voilà, donc c'est juste un petit détail. Je vais vérifier est-ce que lorsqu'on a appliqué la méthode PERT pour le même exemple, est-ce qu'on a trouvé 24 jours? Voilà, comme vous voyez sur le graphe. Donc on a trouvé 24 jours. OK. Maintenant, pour le calcul des LS, les dates début au plus tard, les dates début au plus tard, ils représentent la date à laquelle on doit achever la tâche en question. C'est-à-dire que la date هذيك لازم تكمل، لا لازم تبدأ. LS, ça veut dire start. Je répète. Voilà, je répète pour fixer les idées. LS, c'est la date début au plus tard. OK? La date début au plus tard. بالعربية نقولوا آخر أجل لبداية المهمة pour commencer la tâche. OK? Donc, il se calcule d'après la formule suivante. Donc, on a une tâche. Donc, avant de commencer, avant de calculer sa date LS, il faut énumérer ses successeurs. Après, on calcule donc la date début, ou plutôt de la tâche postérieure moins la durée d'exécution de la tâche I, pour laquelle on souhaite calculer sa date début au plus tard. C'est pour ça que pour le calcul des dates LS, on commence par le sommet. Alors, pour le sommet 1, donc, je commence par la tâche G. Comme vous voyez, la tâche postérieure de G, c'est 20. Donc, c'est 24 LS moins la durée de G. Ça va nous donner 24 moins 9. Ça va donner, donc, ça va donner 15. Voilà, c'est 15. Je descends. Bon, là, je ne peux pas continuer. Bon, je peux continuer pour eux, ça ne pose aucun problème. 15 moins 4, ça va donner 11. 15 moins 2 pour F, ça va donner 13. Je ne peux pas calculer LS de B parce que B possède deux tâches postérieures, à savoir E et D, et on n'a pas encore calculé LS de D. Bon, LS de D, je peux le calculer rapidement, donc c'est 13 moins 6, ça va nous donner 7. Alors, pour B, B, comme vous voyez ici, donc B possède deux tâches postérieures successives, à savoir E et D. Donc on a 11 LS de E moins 1, c'est 12. 7 moins 1, c'est 6. Donc le minimum, c'est 6. Voilà. Concernant le C, donc C, il possède une seule tâche postérieure, c'est F. Donc on a 13 moins 5, ça va nous donner 8. Voilà. Et pour A, donc on a 6 moins 3, c'est 3, 8 moins 3, c'est 5, donc le minimum, c'est 3. Voilà donc concernant la partie supérieure. Maintenant je descends.
Pour L, donc on a 24 moins 7, ça va donner 17. Pour K, c'est 17 moins 3, c'est 14. Pour le G, G jardin, donc c'est 17 moins 2, c'est 15. Pour I, on a deux tâches postérieures, donc à savoir F et K. Donc F dans le LS égale à 13, donc 13 moins 8, c'est 5. 14 moins 8, c'est 6. Donc le minimum, c'est 5. Concernant la tâche H, donc on a 5 moins 5, c'est 0. 15 moins 5, c'est 10. Donc on prend le minimum, c'est 0. Et vous pouvez constater que pour le sommet de début, on a donc 3. On va prendre le minimum, 3 moins 0, c'est 3. 0 moins 0, c'est 0. Le LS, le sommet de début, c'est 0. Voilà, donc je vais vous donner un petit exemple concernant les tâches. Si je prends par exemple la tâche C, donc la tâche C, donc il est possible de commencer la tâche C durant le troisième jour et, et on doit commencer la tâche C euh, durant le huitième jour. Donc ici, on a 5 jours, disons, de retard. Je peux avoir 5 jours de retard concernant la tâche C. Le retard, il n'est pas, il n'est pas volontaire, tout simplement parce que il y a des tâches qui suivent la tâche C et qui sont contraintes de respecter les autres contraintes d'antériorité pour les autres tâches, à savoir D et I. Voilà, donc voilà concernant les dates. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, pour le calcul des marges, voilà, j'ai recopié les formules ici. Voilà, pour les rappeler, voilà, pour les rappeler rapidement. Donc, je commence tout d'abord par la marge totale. Donc, la marge totale des tâches, enfin, les marges d'une manière générale, ils décrivent le retard maximal que une tâche peut subir. Concernant la marge totale, euh, donc la marge totale, c'est le maximum, c'est le retard maximum que peut subir une tâche quelconque qui, sans affecter la durée minimale du projet. Et concernant la marge libre, c'est le retard maximal que peut subir cette tâche sans affecter les tâches postérieures, les tâches qui suivent. OK. Donc, je commence par le calcul de la marge, des marges totales des tâches qui sont données par la différence des dates début ou bien la différence entre les dates fin, donc LS moins ES, bien LF moins EF. Donc, là, ici, il faut vérifier un résultat que la différence entre les, les deux dates début et les deux dates fin sont égaux, sont égales, plutôt. La différence, c'est féminin, sont égales. OK. Alors, pour bien comprendre illustrer notre travail, donc je commence. Donc, je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Je commence par A. Voilà. Donc, je vais... Non, non, non. Avant de calculer les marges, j'ai oublié le calcul des EF et LF. Excusez-moi, je les ai oubliés.
Alors, les dates EF et LF. Alors, EF, c'est la date fin au plus tôt, c'est-à-dire la date où on peut achever, ou bien avec avec d'autres termes, c'est la date auquel la tâche I peut être achevée. C'est EF. Par contre, LF, c'est la date fin au plus tard qui désigne la date auquel la tâche I doit être achevée. Donc, pour LF, c'est une obligation. On doit finaliser la tâche I pendant cette date. Ça peut être, il est possible, c'est une possibilité, donc c'est possible d'achever la tâche en question. Donc, comme vous voyez, donc EF et LF, et ils se calculent directement des dates début ES et LS, donc je peux les calculer directement ici. Voilà, donc je vais choisir le couleur rouge pour EF. Voilà, EF, donc on a dit c'est ES plus la durée, c'est 0 pour A, c'est 0 plus 3, pour B, c'est 3 plus 1, c'est 4, pour E, c'est 4 plus 4, c'est 8, pour G, c'est 15 plus 9, 15 plus 9, ça va donner 24. Voilà. Pour D, c'est 4, 4 plus 6, 10. Pour C, c'est 3 plus 5, c'est 8. Pour H, 5, 0 plus 5, c'est 5. Pour I, c'est 5 plus 8, c'est 13. Pour F, c'est 13 plus 2, c'est 15. Pour K, bon, K, je vais l'écrire ici. Voilà, K, c'est 13 plus 3, c'est 16. Voilà, celui-là, c'est EF. Pour G, Jardin, c'est 5 plus 2, c'est 7. Pour L, c'est 16 plus 16 plus 7, ça donne 21. Voilà. Voilà, donc on a calculé toutes les. Donc, voilà. Donc, pour, alors, celle-là, c'est orange. Ok. F de I avec la couleur rouge. Voilà. Maintenant, je passe au calcul des dates LF. Alors, la date LF, c'est EF, c'est LF, allez, plus la durée. Donc, pour A, c'est 3 plus 3, c'est 6. Pour B, c'est 6 plus 1, c'est 7. Pour E, c'est 11 plus 4, 15. G, c'est 15 plus 9, c'est 24. Pour F, c'est 13 plus 2, c'est 15. Pour D, c'est 7 plus 6, ça va donner 13. Pour C, c'est 8 plus 5, 13.
Pour I, c'est 5 plus 8, c'est 5 plus 8, ça va donner 13. Pour K, c'est 14 plus 3, c'est 17. Pour H, c'est 0 plus 5, c'est 5. Pour G, c'est 15 plus 2, ça va donner 17. Pour L, c'est 17 plus 7, c'est 24. Voilà. Donc on a calculé tous les dates. Donc on a, pour bien comprendre, donc la couleur qu'on a choisie, c'est LF. Voilà. Pour bien comprendre que cette couleur, elle représente les dates LF, les dates fin au plus tard. Voilà. Voilà concernant les dates. Maintenant, on aura directement au calcul des marges. Alors, je vais choisir, par exemple, une autre couleur, je ne sais pas, le bleu foncé, pour la marge totale ici. Alors, la marge totale, on a dit que c'est LS moins ES ou bien LF moins EF. D'ailleurs, ils sont égales. Si vous voyez qu'il y a une différence entre LS moins ES et LF moins EF, ça veut dire que vous avez commis une erreur quelque part. Alors, on a la marge totale, c'est LS pour A, c'est LS max moins ES, ça va nous donner 3. Voilà. Donc, la couleur le bleu, c'est pour la marge totale. H, c'est 5 moins 5 ou bien 0 moins 0. Pour B, c'est 3. 6 moins 3. Pour E, c'est 11 moins 7, ça va donner 7. Pour D, c'est 7 moins 4, 3, ou bien 13 moins 10, c'est 3. Pour C, c'est 8 moins 3, ou bien 13 moins 8, ça donne 5. Pour F, c'est 13 moins 13, c'est 0. Pour K, 14 moins 13, c'est 1. Pour I, c'est 0, 5 moins 5. Pour G, c'est 15 moins 15 ou bien 24 moins 24, c'est 0. Pour G jardin, c'est 15 moins 5 ou bien 17 moins 7, c'est 10. Hein. Pour L, c'est 17 moins 16, c'est 1, ou bien 24 moins 23, c'est 1. Voilà donc pour le calcul des marges totales. Maintenant, je vais calculer les marges libres. Alors, les marges libres, la marge libre d'une tâche, il faut identifier toutes les tâches postérieures de la tâche en question. Puis, on va évaluer la différence entre la date début au plus tôt de la tâche postérieure moins la date début au plus tôt de la tâche en question pour laquelle on veut calculer la marge libre, moins la durée de la tâche I, la tâche en question. Voilà. Alors, je commence par, par exemple, bon, là, ça pose aucun problème, je peux commencer par là ou bien par là parce qu'on a les ES. Alors, je commence par la tâche A. Je vais choisir une autre couleur, je vais mettre celle-là. Voilà. Alors, la marge totale de la tâche A, donc voilà, quand vous voyez A possède deux tâches postérieures, à savoir C
et B. Alors, je calcule la différence. ES de B moins ES de A moins 3. C'est 3 moins 0 moins 3, ça va donner 0. Voilà. Concernant la tâche B, donc vous avez 4 moins 1. Et on va prendre le minimum. OK? Voilà, c'est le minimum. Donc ici, on a trouvé 3 moins 0. 3 moins 3, c'est 0. Ici, 3 moins 3 moins 0, c'est 0. OK. Ici, c'est la même chose. Donc, on a 4 moins 3, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 4 moins 3 moins 1, c'est 0. Voilà, donc pour B, c'est 0. C. Voilà. Donc, la marge libre de C. Alors, la marge libre de C, on a. Donc, C, il possède une seule tâche postérieure. C'est le F. Le ES de F, c'est 13. Moins le ES de C, c'est 3. 13 moins 3, c'est 10. 10 moins 5, ça donne 5. Voilà. Pour D, c'est la même chose. Donc, on a 13 moins 4, c'est 9. 9, 9 moins 6, c'est 3. Pour F, donc, F, il possède une seule tâche postérieure. C'est G, 15 moins 13, c'est 2. 2 moins 2, ça donne 0. Je reviens à E. Donc, E, c'est 15 moins 4. Moins 4, ça donne 7. Concernant la tâche I, donc I, comme vous voyez, possède deux tâches postérieures, K et F. On va évaluer le minimum. Donc 13 moins 5, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. 13 moins 5 pour K, donc c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Donc la marge libre, c'est 0. Concernant la tâche H, donc la tâche H possède deux tâches postérieures, I et G. Donc on va évaluer le ES moins la durée, c'est 5 moins 0, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Ici c'est la même chose, 5 moins 0 moins 5, ça va donner 0. Voilà. Pour G, j'atteins. Donc c'est la même chose, 16 moins 5, c'est 11. 11 moins 2, ça va donner 9. Concernant le K, donc K, il possède un seul postérieur, une seule tâche postérieure, à savoir le L, donc si c'est moins 13, moins 13, moins 3, ça va donner 0. Et concernant la tâche L, c'est 24 moins 16, ça donne 8. 8 moins 7, c'est 1. Alors, pour bien comprendre le smoke, alors je vais donc celle-là, c'est la marge libre. Je vais écrire comme ça la marge libre. Celle-là qui est en bleu, c'est la marge totale. OK. Voilà, donc vous avez 4 couleurs. Chaque couleur il correspond à un calcul, soit de date, soit de masse. Voilà. Maintenant, je calcule les euh, tâches critiques. Alors, les tâches critiques sont des tâches qui n'admettent pas de retard. Il correspond
aux tâches ayant la masse totale égale à 0. Donc la masse totale, c'est les données qui sont en bleu. Alors, on a H, on a I, on a F, on a G. Non. Bon, si je veux calculer, voilà, la marge, la marge libre, la marge libre de G, c'est 14 moins 15 moins 9, ça va donner 0. Okay. Donc les marges totales, les tâches critiques, je répète, ce sont des tâches qui ne peuvent pas subir de retard. Ok. Elles correspondent aux tâches ayant la marge totale égale à 0. Donc la marge totale elle est donnée par la couleur bleue. Donc on a les tâches qui ont la couleur bleue. Là où on a inscrit la valeur de la tâche de la marge totale. Voilà, donc on a trouvé les tâches critiques, ce sont H, et I, et F, et G. Maintenant, le chemin critique, donc c'est le chemin qui passe par, euh, par le sommet début vers le sommet fin, en passant par toutes les tâches critiques. Alors, je vais essayer de le faire en couleur rouge, un peu, un peu, un peu sombre. Voilà le chemin critique. Comme je l'avais expliqué avant, donc le chemin critique, ça n'a pas vraiment, il n'y a pas une interprétation pratique comme ça pour les tâches. Ça, on peut avoir une interprétation euh, concernant les ressources affectées. C'est-à-dire, si on prend par exemple un ouvrier qui va assurer les tâches H, I, F et G, qui sont des tâches critiques, ça veut dire le projet, l'ouvrier ou l'appareil ou la machine, je ne sais pas, euh, il va être épuisé, donc il va travailler beaucoup plus pour, parce que c'est des tâches qui n'admettent pas de retard, donc il n'a pas le droit de s'absenter, ou bien si c'était un ouvrier, ou si c'était une machine, disons que la machine ne doit pas être tombée en panne. Voilà ce qu'on peut comprendre à partir du chemin critique. Voilà. Voilà donc notre exemple. Jusqu'à voir qu'on a calculé tout. Donc voilà les résultats qu'on a trouvés. Donc je vais essayer un petit peu de, de faire remonter les résultats et de voir un petit peu quelques résultats. Est-ce qu'on a commis, on n'a pas commis des erreurs? Par exemple, si je prends la tâche A, le ES0, LS3, EFC3, LFC6, la marge totale C3, la marge libre c'est 0. Voilà, il suffit de donc ESC3 c'est 0, LFC3, EFC3, LFC3, la marge totale C3, la marge libre c'est 0. Donc on a concernant A c'est bon. Vous pouvez vérifier, donc je vais vous partager ce tableau de bord comme étant image pour que vous puissiez vérifier les résultats. En même temps,
dans le polycope du cours. Voilà donc la méthode 1PM, l'exemple 2. Donc vous pouvez vérifier facilement dans le polycope. Voilà donc les résultats qu'on a trouvés concernant l'exemple 2. Il est dans le polycope, dans la page 41. Voilà. Alors, je reviens. Voilà donc concernant l'exemple. Maintenant, j'aimerais bien vous poser quelques questions. C'est juste des remarques, des suggestions euh, pour que je puisse vous donner quelques idées sur le prochain chapitre ou bien la prochaine vidéo. On va se poser des questions sur lorsque les durées d'exécution des tâches ne sont pas fixes, sont aléatoires. Si je prends par exemple la tâche A, telle qu'il est montré dans le tableau, donc sa durée est égale à 3 jours. Si on n'est pas sûr yani, de connaître que la tâche A, la durée de la tâche A, c'est 3 jours. Donc on est contraint d'estimer, disons, de faire une estimation. Goulou, c'est 3 jours pour l'instant. OK. Voilà, la suggestion, bien la remarque, c'est que généralement, dans les projets, dans les grands projets, disons par exemple, si je considère la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, ici en Algérie, il y a des obstacles. Donc les entreprises subissent des obstacles d'ordre naturel, d'ordre écologique, d'ordre géologique. Donc l'entreprise, avant de tracer ou bien de commencer à réaliser ses travaux d'autoroute, il va faire des études concernant le géologique du sol. Donc c'est possible que l'étude effectuée est défectueuse, donc le sol n'est pas solide. Donc il faut remettre en question la durée d'exécution de certaines tâches, à savoir les ponts par exemple. Donc là, ça pose vraiment des problèmes. Donc là, il faut savoir que la méthode MPM, ça ne marche pas lorsque les durées des tâches ne sont pas connues à l'avance. D'ailleurs, c'est le cas. Euh, alors, il y a une méthode adaptée pour la méthode PERT, qui est adaptée aux durées qui sont aléatoires. Ce n'est pas aléatoire, mais il faut fournir deux dates. Donc, il y a une date, disons, souhaitable, c'est-à-dire on souhaite que le projet va se réaliser dans la tâche, par exemple, la tâche A va se réaliser durant 3 jours. Et dans le mauvais cas, on va ajouter une autre durée. C'est le mauvais cas, donc c'est la mauvaise. S'il y a des obstacles, on va ajouter une autre date. On va prendre 10 jours, par exemple. Donc, la durée de réalisation de cette tâche ne serait pas une seule date, ce sera deux dates. Une date, une bonne date, c'est 3 jours. Une mauvaise date, c'est 10 jours. Voilà.
un intervalle, puis il y a une formule qui va vous calculer à travers ces deux dates, il y a une formule qui va vous calculer une durée estime, ce qu'on appelle une durée estime. Voilà. Voilà donc c'est juste une petite idée. Même, c'est le même raisonnement avec les machines ou bien les ressources, parce qu'on ne peut pas dire que la ressource K, une ressource donnée K, il est toujours disponible. Non, il n'est pas toujours disponible. Ça peut être un ouvrier qui va subir, disons, un accident de travail ou bien un congé de maladie, je ne sais pas. Donc, sa disponibilité n'est pas toujours fixée. Le même raisonnement pour les machines, les camions, les cases, voilà, donc la machine elle peut tomber en panne à n'importe quel moment. Donc, on ne peut pas dire que la machine est toujours disponible. C'est le cas de l'argent. L'argent, c'est une ressource. Ça peut être, ça peut pas être disponible tout le temps. Donc voilà, pour que j'ai abordé ce genre de discussion pour que vous sachiez que dans la réalité, c'est pas, c'est pas toujours c'est-à-dire les données ne sont pas fixes vu les phénomènes aléatoires euh, qui subissent la réalisation, qui affectent la réalisation de n'importe quel projet. Et voilà. Donc c'est juste pour vous mettre dans les rails pour que qu'on puisse commencer le chapitre suivant. Voilà donc ce qui concerne la méthode MPN et la méthode PERT. J'espère bien que vous avez bien compris ce que je viens de faire. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, pour le cours numéro 7, où on va aborder les tâches, lorsque les tâches, les durées des tâches ne sont pas fixes, avec la méthode PERT. Salam alaikum, bon courage et à la prochaine.